Alors, bonjour à tout le monde. Je suis très heureuse de voir que vous êtes venus ce matin malgré la neige. C'est un beau défi. Je trouve aussi que je suis très heureuse de venir vous parler parce que je trouve aussi que vous êtes des personnes qui relevez d'immenses défis dans votre travail quotidien. Essayez d'accompagner des adolescents et des adultes émergents à se définir une identité professionnelle. C'est quelque chose d'assez formidable, si j'en juge par mes deux fils et les adolescents et les jeunes adultes que je connais. Alors, je vais essayer de contribuer quelque peu, de façon indirecte, à vous alimenter dans ce rôle que vous jouez, en vous parlant un peu mieux, en vous essayant de vous faire comprendre un peu ce que la Faculté des arts et sciences à l'Université de Montréal peut offrir pour des futurs étudiants. Alors, pourquoi un étudiant choisirait de venir étudier à l'Université de Montréal à la Faculté des arts et des sciences? Ça ne fonctionne pas, ce truc. Ou bien je ne sais pas m'en servir. Ah, d'accord, excusez. Ça va mieux à l'endroit. Donc, en gros, je sais que vous connaissez déjà un peu la Faculté des arts et des sciences. Ce n'est pas la première fois que vous venez à nos rencontres. Il y a 3 thèmes dont je vais vous entretenir ce matin. Un qui concerne comment l'Université de Montréal et du monde se traduit à la Faculté des arts et des sciences. Donc, comment on peut être en contact avec l'international tout en étudiant ici à l'Université de Montréal. Je veux vous parler aussi des possibilités qui existent de s'intégrer dans des équipes de recherche, de s'initier aux activités de recherche dès le premier cycle. Je veux vous parler aussi d'une de nos nouveautés, un de nos nouveaux programmes, qui est le Bac-Ap en culture visuelle. Je vous rappelle brièvement la Faculté des arts et des sciences, qu'est-ce que c'est? C'est en gros 20 000 étudiants environ, dont 15 000 qui sont au premier cycle, qui sont répartis dans 165 programmes de premier cycle. Il y a à peu près un peu plus que 600 professeurs à la Faculté des arts et des sciences. C'est très vaste, c'est très diversifié. Nos programmes sont regroupés dans 3 grandes orientations, donc les sciences sociales et psychologie, les lettres et sciences humaines et les sciences. Probablement que les sciences sont celles qui sont les mieux connues des cégepiens parce qu'ils en ont fait probablement un peu au secondaire. Souvent, ils en ont fait au cégep aussi. Par contre, il y a d'autres disciplines, relations industrielles, démographie. C'est des genres de disciplines pour lesquelles ils n'ont pas eu beaucoup de contacts avant l'université. Alors, c'est peut-être des endroits où ils ont le plus besoin de votre aide pour savoir si c'est fait pour eux. Bon, d'abord, l'internationalisation. Qu'est-ce que ça veut dire à la FAS? Eh bien, ça prend plusieurs formes. Il y a la possibilité de faire des séjours à l'étranger, soit de courte durée, soit d'une session complète. Il y a plusieurs options qui sont disponibles pour les étudiants. Et pour faciliter ces séjours à l'étranger, l'Université de Montréal est partenaire avec 300 universités qui sont répartis sur les 5 continents. Alors, ça veut dire que les professeurs de notre faculté ont des contacts avec des professeurs, des départements qui sont alliés, et donc ça facilite la possibilité de guider l'étudiant vers des possibilités à l'extérieur. On a aussi des étudiants internationaux à l'Université de Montréal, dans notre faculté, à la Faculté des arts et des sciences, qui proviennent de plus de 35 pays. Alors, le contact international ne se fait pas uniquement en allant soi-même faire un séjour à l'international, c'est aussi en rencontrant dans ses cours au quotidien des étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde. On peut les croiser dans les associations étudiantes, on peut les croiser un peu partout. Donc, c'est aussi une autre façon d'être dans une université internationale. Les étudiants en échange, on a des programmes d'échange organisés déjà qui concernent les 5 continents. Donc, il y a la possibilité d'aller en Amérique du Sud, faire un séjour d'études archéologiques sur la culture locale, la culture en Amérique centrale. Il y a moyen d'aller en Afrique, en Europe. Tous les continents sont représentés dans ces échanges étudiants qui peuvent être déjà organisés par les professeurs.
Nous avons aussi comme autre présence ou autre contact avec l'étranger des professeurs invités qui proviennent d'autres universités à travers le monde, des étudiants postdoctoraux qui peuvent être impliqués dans la formation de premier cycle, soit par les activités de recherche, soit parce qu'ils sont impliqués dans l'enseignement même et qui viennent de l'étranger également. Et finalement, nous avons des cours qui portent sur les différentes cultures étrangères et des cours sur différentes langues. En fait, il y a 13 langues qui sont enseignées à la Faculté des arts et des sciences, allant du coréen à l'espagnol, à l'allemand. On a même récemment ajouté des cours d'inou. Les cours d'inou, à proprement parler, ce n'est pas de l'international, mais c'est certainement une culture avec laquelle on est moins familier. Côté international, encore une fois, c'est une possibilité dans tous nos programmes de premier cycle d'aller faire un séjour à l'international de courte ou de longue durée, mais il y a certains programmes où c'est vraiment bien, ça fait partie intégrante du programme. Il y a un cheminement à l'intérieur du programme qui est un cheminement international, donc qui prévoit, le programme est organisé pour prévoir qu'un trimestre est au moins est consacré dans un autre pays. Alors, dans cette catégorie-là, vous avez la géographie environnementale, l'histoire, les relations industrielles, sciences politiques. On a même un bac en études internationales qui, évidemment, inclut un séjour à l'étranger, sociologie, traduction, travail social. Donc, ça, c'est la liste de ceux qui ont vraiment un cheminement international prévu à l'intérieur de leur programme, qui est optionnel. Les étudiants ne sont jamais obligés d'aller à l'international, mais si c'est un de leurs attraits, un de leurs intérêts, ils peuvent le faire assez facilement. Alors, ce que je vais faire pour les questions, c'est que je vais les prendre après chaque thème. Ça va faciliter plutôt que d'attendre à la fin. Donc, sur cette question de l'international, est-ce que vous avez des questions, des interrogations? Oui? Des statistiques? Ça varie énormément d'un programme à l'autre. On a des programmes où le pourcentage de chargés de cours tourne autour de 10 à 20 puis on en a d'autres où ça va jusqu'à 50 Mais il faut savoir que les chargés de cours, il y en a aussi de toutes sortes de catégories. Dans certains cas, c'est un choix délibéré d'avoir certains cours donnés par des chargés de cours parce que ça peut être des professionnels du milieu qui peuvent apporter des exemples de comment le milieu du travail se déroule. Je pense entre autres à psychoéducation, où on va réserver certains cours cliniques à un enseignement professionnel et on va, pour ce faire, recruter des gens qui ont une longue expérience professionnelle pour donner ces cours-là. Il y a aussi, évidemment, d'autres chargés de cours qui sont soit des étudiants gradués qui vont être spécialisés dans un domaine par leur doctorat et qui vont en profiter pour contribuer à la formation des étudiants de bac. On trouve que c'est aussi une façon pour les étudiants de bac d'entrer en contact avec la recherche puis les études graduées, donc ça peut être très positif aussi. Donc, grosso modo, dans les cours des programmes, ça varie entre, c'est ça, 15-20 ou à peu près 50 Il y a quelques départements à l'occasion où ça peut être un peu plus que ça, mais c'est des exceptions. D'autres questions sur l'international? Oui? Est-ce que c'est automatique? Ce qui est, ça, encore une fois, ça va varier selon les programmes. Quand c'est un programme d'échange qui est organisé par l'université, par le département, généralement, il va y avoir un certain nombre de places disponibles. Ce ne sera pas à nombre variable. Alors, dans la mesure où c'est très populaire, oui, il se peut qu'il y ait une sélection. Sinon, si l'étudiant veut s'organiser une session à l'étranger, en général, il va y avoir quand même une grande ouverture pour l'accompagner là-dedans. Ce qui va être plus compliqué, ça va être d'obtenir des fois les fonds pour aller à l'international, mais il y a du soutien qui est disponible. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus, non? Il y a, sur les questions liées plus pointues à l'international,
Il y a ma collègue Karine Ali qui ne pouvait pas être ici ce matin, mais qui est vraiment la personne ressource pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais suggérer de mettre ses coordonnées dans les envois qui vont être faits de nos présentations. Alors, si vous avez des questions là-dessus, ça va être une possibilité. Et cet après-midi, Lorraine, c'est bien ça, hein? Cet après-midi, on a quelqu'un qui parle de l'international. Oui. Alors, cet après-midi, dans les slow dating, on va avoir la personne ressource qui va parler des programmes d'échange, comment ça se passe, comment que le processus s'articule et tout. Fait que vous allez pouvoir avoir vraiment des réponses encore plus précises de ce côté-là. Bon. Excellent. Merci, Michel. Alors, voilà. Mais règle générale, les étudiants vraiment intéressés à aller à l'extérieur ont vraiment des possibilités. Ce n'est pas le cas que ce soit si populaire qu'il n'y ait pas d'option pour un étudiant. D'autres questions sur l'international? Merci. Alors, l'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'initiation à la recherche. Alors, une des caractéristiques de la Faculté des arts et des sciences, c'est d'être extrêmement impliqué dans tous les volets de la recherche, que ce soit la recherche appliquée ou la recherche fondamentale. Il y a des chercheurs pour à peu près tous les goûts qui sont généralement des chefs de file de leur domaine au Québec, au Canada, ou même à l'occasion à l'international. On a des professeurs dans notre faculté qui sont parmi les plus cités au monde pour leurs travaux dans leur discipline. Certains d'entre eux reçoivent des prix assez prestigieux ici au Canada, mais aussi des prix de sociétés savantes étrangères. On a, en plus de chacun de ces professeurs qui individuellement mènent des travaux de recherche, on a beaucoup d'activités, beaucoup de centres qui regroupent les professeurs autour de thématiques. Alors, on a une trentaine de centres de recherche ou de groupes de recherche qui peuvent être interdisciplinaires et on a une quarantaine de professeurs qui sont détenteurs d'une chaire de recherche. Ça veut dire qu'ils ont des ressources supplémentaires pour soutenir leurs activités de recherche. Et très souvent, ces centres, ces groupes de recherche ou les chaires de recherche vont avoir des fonds pour engager des étudiants de premier cycle pour qu'ils travaillent sur leurs travaux de recherche. Alors, c'est une des façons. Ça peut être dès la première année du bac, un étudiant qui aurait envie de se mettre un orteil dans la recherche, goûter à ça, savoir un petit peu, ça ressemble à quoi de la recherche en chimie, ça ressemble à quoi de la recherche en travail social, ça ressemble à quoi de la recherche en littérature française médiévale. Il peut mettre un orteil dans la recherche en s'impliquant auprès d'un des professeurs, auprès d'un de ces centres de recherche ou de ces groupes de recherche-là. Et les thématiques sont extrêmement diversifiées. On a à la Faculté des arts et sciences toutes sortes de recherches qui portent sur la culture, que ce soit sous l'angle de l'anthropologie ou sous l'angle de la littérature. On a des recherches qui portent sur les aspects de la nature, chimie, biologie, physique, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Tous les aspects qui concernent la société, de la philosophie à la psychologie, en passant par, bien sûr, la sociologie et les sciences politiques. Et vous avez les enjeux de santé, santé physique, santé mentale. On a des chercheurs qui travaillent sur les déterminants sociaux de la santé physique, par exemple, parce qu'on n'est pas des programmes de santé comme médecine et tout ça, mais on va s'intéresser à tout ce qui, dans la société, par exemple, va soutenir la santé physique ou mentale. On a le département de psychologie, psychoéducation, travail social, criminologie qui vont travailler aussi sur des aspects de santé mentale. Bref, toutes ces sphères sont représentées et souvent, dans les groupes de recherche, on va les aborder en combinant ces disciplines-là. Par exemple, on va s'intéresser au développement durable qui va combiner nature et société. On a tout le volet de l'intelligence artificielle qui a des retombées sur les 4 sphères qui sont représentées là. Donc, on a des équipes très dynamiques qui regardent ces éléments-là. En plus des possibilités pour les étudiants de faire soit du travail avec les professeurs, il y a aussi très souvent dans les programmes des laboratoires de recherche qui peuvent être crédités. Alors, l'étudiant n'a pas un revenu pour s'impliquer dans le laboratoire de recherche, mais il va recevoir des crédits, ça va faire partie de sa formation.
Des fois, les étudiants sont tellement intéressés par la recherche qu'ils vont offrir de participer de façon plus ou moins bénévole dans des équipes à faire quelques activités. Ça arrive aussi, mais ce n'est pas nécessaire que l'étudiant se présente comme bénévole. On a une autre possibilité aussi qui existe dans plusieurs de nos programmes. On appelle ça les cheminements Honor. Ces cheminements-là sont limités. Par contre, il faut avoir maintenu une excellente moyenne cumulative pendant ces 2 premières années d'université pour pouvoir accéder au cheminement Honor qui se déroule généralement la 3e année. C'est un cheminement qui permet de s'intégrer pendant une année dans une équipe de recherche et de produire sa propre recherche avec un rapport. Alors, généralement, ça totalise 12 crédits dans le programme et nos disciplines qui offrent ça sont assez variées. Il y a études anglaises, géographie environnementale, histoire de l'art, informatique, littérature comparée, neurosciences cognitives, psychoéducation, psychologie, relations industrielles, sciences biologiques, sciences économiques, sciences politiques. Alors, il y a une grande variété et il s'en crée des nouveaux assez régulièrement. Alors, c'est important de vous tenir au courant de cet aspect-là. Ces étudiants-là sont vraiment encadrés par un professeur pour mener à bien une mini-recherche par eux-mêmes. Donc, ils s'initient à toutes les étapes de la recherche. On a aussi de la nouveauté qui s'en vient à l'Université de Montréal. On va avoir des laboratoires, des équipements tout neufs. On a le Campus 1000 qui s'en vient, qui est en construction présentement. C'est assez excitant d'aller faire un tour là, de voir les espaces qui se créent et tout ça. Ça va s'appeler ça va être un complexe des sciences. C'est les sciences naturelles qui vont se retrouver là. Donc, chimie, géographie, physique et sciences biologiques sont les 4 départements qui déménagent là-bas et qui vont bénéficier d'équipements à la fine pointe. On a des chercheurs là-dedans qui ont des travaux absolument extraordinaires sur toutes sortes de sujets très chauds à l'heure actuelle, dont la production d'énergie efficiente, etc. Alors, ça va être un des lieux où va se dérouler. C'est à côté du métro L'Acadie. Alors, c'est à 5-10 minutes de marche du métro L'Acadie. Il va y avoir une passerelle pour se rendre. C'est vraiment un bel environnement. Alors, ça s'en vient à partir de 2019. Donc, on est en train de finaliser les derniers détails de ces laboratoires-là. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos des activités de recherche ou des possibilités pour les étudiants de se former à la recherche dans nos programmes? Oui. Ah oui, ça, c'est une excellente question. Oui, en fait, la plupart du temps, dans les cheminements Honor, les étudiants ont à suivre quelques séminaires qui sont déjà de niveau maîtrise. Alors, ils auront, s'ils passent à la maîtrise ensuite, ils auront déjà suivi certains cours qui vont pouvoir leur être reconnus. Évidemment, l'autre gros avantage, c'est qu'un étudiant qui a fait un Honor va être privilégié pour l'accès aux études supérieures parce que, d'abord, c'est difficile d'entrer dans le Honor. Il faut avoir eu une bonne moyenne cumulative, mais en plus, cette expérience de recherche-là les prépare de façon extraordinaire pour mener leurs propres travaux de maîtrise ensuite. Il y a même dans certains départements la possibilité de passer directement, quand on a fait un programme Honor, il y a la possibilité de passer directement du baccalauréat au doctorat, qui n'est pas possible pour ceux qui ont fait un baccalauréat régulier. Alors, c'est une autre façon de reconnaître cette participation-là. Évidemment, ce n'est pas courant, ce n'est pas facile, ça présente des défis importants de passer directement au doctorat, mais on a parfois des étudiants qui sont très exceptionnels et pour qui c'est possible de le faire et on leur offre cette possibilité-là. Oui? Mais le taux d'admission au doctorat en psychologie, Oui. ça ressemble à quoi? Ça dépend de quel doctorat, parce que le département de psychologie est maintenant rendu avec plusieurs formules de doctorat. Il y a le doctorat en psychologie qui est clinique, le DPSY.
Oui, c'est ça. Celui-là, il accueille un assez grand nombre d'étudiants. Je pense que c'est-tu ça par cœur, Jean-Philippe? En tout cas, c'est autour d'une 60aine, si je ne me trompe pas. Il y a aussi le doctorat clinique en neuropsychologie qui a commencé. Il y a le doctorat PhD en recherche et intervention. Celui-là est relativement contingenté. Il n'y a pas beaucoup de place. Ça dépend de la capacité d'encadrement des professeurs au niveau de la recherche. Ça inclut à la fois l'accès à l'ordre via les stages d'intervention clinique et la réalisation d'une thèse de doctorat. Il y a finalement le PhD recherche qui n'inclut pas l'accès à l'ordre des psychologues, qui permet de faire seulement s'investir dans des travaux de recherche. Parmi le doctorat RI, le PhD RI et le PhD recherche, il y a toutes les disciplines de la psychologie qui sont représentées, autant psychologie industrielle que psychologie clinique ou psychologie développementale ou neuropsychologie. Donc, au total, évidemment, un étudiant qui ne réussit pas à maintenir une bonne moyenne cumulative au niveau de son bac, ça va être difficile. L'accès est réservé à ceux qui ont des moyennes cumulatives, je dirais, au moins en haut de 3,8, 3,9, ce qui est quand même pas mal élevé. Par contre, ceux qui terminent avec des bonnes moyennes cumulatives ont accès à d'autres disciplines. Il y a, entre autres, en travail social, en psychoéducation, en criminologie, où ils acceptent des étudiants du bac en psychologie avec une propédeutique. Donc, ça ne fait pas en sorte qu'ils n'ont pas de possibilité au cycle supérieur, mais ça reste très difficile d'entrer dans un des doctorats en psychologie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Bien, je peux regarder et essayer de les sortir, là, mais en même temps, ça varie d'une année à l'autre. Ça dépend du nombre de demandes. Mais c'est sûr qu'il y a à peu près 275 nouvelles admissions par année au baccalauréat en psychologie. Et en bout de ligne, il y a peut-être une centaine d'étudiants qui accèdent au doctorat, bon an, mal an, au total. Donc, ça fait peut-être un tiers des étudiants qui réussissent à accéder aux études graduées de psychologie, parce qu'ils peuvent accéder à d'autres programmes. Oui? Pardon? Le nouveau doctorat en neuropsychologie, j'imagine que c'est pour former des neuropsychologues. Est-ce que ça mène à l'ordre des psychologues? Oui. Okay. Le doctorat clinique en neuropsychologie, oui, ça donne accès à l'ordre des psychologues et ça va être des neuropsychologues, oui. Puis, est-ce que les étudiants vont avoir plus de facilité à être admis via votre baccalauréat en neurosciences cognitives ou via le bac en psychologie? Est-ce que vous avez une idée par rapport au cheminement? Bien, le bac en neurosciences cognitives n'a pas été conçu uniquement pour l'accès à neuropsychologie. En fait, il donne accès aussi à la maîtrise en orthophonie. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, il n'y aura plus de bac en orthophonie. Vous en parlez plus tard? Bon, alors vous allez en entendre parler plus tard. Alors, le bac en neurosciences... Non, c'est ça. Mais le bac en neurosciences cognitives a, entre autres, été conçu pour avoir tous les prérequis pour l'accès à la maîtrise en orthophonie. Donc, là aussi, il y a plus qu'une avenue future possible après le bac en neurosciences. C'est vraiment un bac qui est multidisciplinaire, interdisciplinaire, et donc il y a plus qu'une avenue possible à la fin du bac. Je dirais qu'un étudiant qui veut aller en neuropsychologie pourrait choisir ce programme-là parce qu'il va avoir une formation en neuro tout de suite dès le premier cycle. Mais le cheminement du bac en psychologie est aussi une voie d'accès, continue d'être une voie d'accès pour le doctorat en neuropsychologie. Oui. Oui, ça serait intéressant dans chimie, géophysique, biologie. Vous avez parlé d'une trentaine de chaires de recherche. J'imagine là-dedans qu'il y a des super sujets là, qui seraient intéressants de connaître. Parce que les étudiants, tu sais, la chimie, qu'est-ce que je vais faire avec la chimie? Qu'est-ce que je vais faire avec la physique de concret? Là? Puis je suis certaine qu'à travers les chaires de recherche, vous pourriez nous donner des thèmes
qui pourraient être développés dans le bac éventuellement pour ces étudiants-là? Oui, bien, on a beaucoup de travaux qui sont faits sur le développement durable. On en a qui sont faits sur des batteries super performantes. On en a qui sont faits sur, au niveau on a l'Institut de recherche en biologie végétale, entre autres, en biologie. Eux, ils sont pas, ils vont rester où ils sont présentement, c'est-à-dire dans l'environnement extraordinaire du Jardin botanique de Montréal. Eux qui mènent des travaux de recherche sur le stress sur les plantes, etc. Ils ont vraiment des trucs assez excitants. Mais la meilleure façon, parce que ça bouge, ça évolue, c'est très dynamique, la meilleure façon, c'est d'aller sur le site du département de physique, de chimie, peu importe. Et là, il y a toujours un petit onglet qui porte sur les activités de recherche, les groupes, les chaires, etc. Et là, vous allez avoir la liste complète, mieux que ce que je pourrais vous faire moi-même, parce qu'il y en a trop. Il y en a quelques-uns dont on entend plus parler, mais sinon, il y en a vraiment une très grande diversité. Mais je comprends, les étudiants ne savent pas nécessairement ce que c'est. Puis dans la description, là, sur le site, au lieu d'avoir un autre clic à faire, là, ça pourrait être juste énumérer quelques mots-clés comme vous venez de donner, tu sais, de titre, Sur de le recherche. site du département? Quand on clique sur le programme où il y a la liste des programmes, Oui. juste quelques mots-clés comme ça qui donnent... il y a perspective, mais ça pourrait être avec perspective peut-être. Ou... Oui. Pour que ça punche un peu, parce que c'est tellement mystérieux, puis l'étudiant ne C'est pense vrai. pas d'aller jusqu'à la chaire comme telle. Là. Non, puis je comprends, puis même dans d'autres disciplines moins connues encore, c'est comme ça. anthropologie et tout ça, C'est ils ça, font des exactement. travaux vraiment extraordinaires. C'est ça. Et c'est pas très bien C'est identifié. ça qui fait la distinction d'un endroit à l'autre. Parce que des fois, on va choisir une université parce qu'il y a ce sujet-là précisément à cette université-là. Donc, Je retiens très certainement l'information. Merci. Tu vas avoir du temps libre en avril, mai, juin. Tu pourras venir faire un stage chez nous. Oh oui. Oui, mais c'est une bonne idée. Oui, tout à fait. D'autres questions sur le volet recherche? Non? Bon, je voulais, je pourrais en poser d'autres tout à l'heure si vous voulez, je voulais terminer en vous parlant d'une de nos dernières nouveautés. L'an passé, je pense que vous avez entendu parler de toutes les possibilités de bac par cumul, bac avec appellation, tout ça. Je voulais juste vous introduire un de nos nouveaux bacs avec appellation. Les bacs avec appellation sont, pour vous rafraîchir la mémoire, sont des bacs par cumul, mais qui vont avoir un titre spécifique et qui sont pensés pour proposer à l'étudiant un ensemble cohérent de programmes courts de formation pour atteindre une certaine compétence qui est pertinente. Alors, celui qui est nouveau de cette année, c'est le baccalauréat en culture visuelle. Jean-Philippe, je pense, vous a distribué ou va vous... Oui, c'est déjà fait un feuillet sur le sujet. Alors, c'est un bac-up qui inclut la combinaison de 3 programmes de mineurs. Il y a la mineure en études cinématographiques, la mineure en histoire de l'art et la mineure en études de jeux vidéo. Les objectifs de ce bac-up en culture visuelle, c'est un champ qui a émergé plus largement en Europe et en Amérique du Nord, donc ce n'est pas spécifique à l'Université de Montréal, mais il n'y a pas, en français, ici au Québec, je pense que nous sommes la seule université avec un programme en culture visuelle, et l'idée, c'est d'amener les étudiants à développer une meilleure réflexion de comment le visuel s'inscrit dans la culture, dans la société, dans nos activités quotidiennes, dans notre politique même, et de développer une réflexion sur comment ça peut avoir des enjeux éthiques, même la façon dont on utilise les éléments visuels. Il offre la possibilité d'en apprendre un peu plus sur la responsabilité et la justice sociale et sur le rôle des cultures visuelles dans le milieu de travail. Donc, c'est une approche assez large de la question visuelle. Quand c'est un programme de backup comme celui-là, il y a toujours
une activité, au moins une activité d'intégration. Alors, il va suivre, oui, les 3 programmes de mineurs, mais pendant sa 3e mineure, il va avoir au moins un cours où il va travailler à l'intégration des 3 disciplines représentées par les 3 mineurs. Ça aussi, c'est une des différences avec le bac par cumul qui n'est pas avec appellation. Quand c'est avec appellation, il y a une activité d'intégration qui est proposée aux étudiants, qui est exigée pour avoir le diplôme. Alors, questions en général sur ce que nous avons à la FAS, l'international, la recherche ou ce nouveau bac-up en études visuelles, qui donne accès aux études supérieures, j'ai oublié de le mentionner, que ce soit en histoire de l'art, en muséologie, on a aussi des maîtrises en jeux vidéo, des trucs comme ça. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres choix de certificats pour faire le bac par cumul avec appellation comme ça? Pour celui-là, Ouais. c'est la seule combinaison qui est reconnue. Par contre, on a d'autres backups, OK. comme celui le nom exact, c'est en santé... Pardon, fondement et pratique de la santé, merci pour le nom exact. Je dois vous dire que ça fait juste depuis le 1er juin que je suis vice-doyenne de la FAS et que j'ai 165 programmes à mémoriser. Je n'ai pas encore tout fini. Mais pour celui sur les fondements et pratiques de la santé, là, il y a vraiment une grande variété de majeurs et de mineurs qui peuvent être combinés pour donner le backup en fondement et pratique de la santé. Évidemment, ça va être des programmes comme psychologie, criminologie, travail social, psychoéducation qui vont être intégrés de différentes façons. On en a un qui est en fabrication aussi là, en ce moment sur le domaine de la criminologie, où il y aurait une majeure en criminologie combinée avec, par exemple, sécurité, Internet. Oui, mais aussi, il y a beaucoup les enjeux de cybersécurité, cyberfraude, etc., qui peuvent être adjoints avec la majeure en criminaux pour aller approfondir des aspects plus plus techniques, mais aussi des aspects plus cliniques, ça dépend. Celui-là est en cours de processus, en cours de création. Est-ce que ça peut être mélangé aussi avec des certificats offerts à la faculté d'éducation permanente, oui, dans Ouais. certains cas, celui sur les fondements et pratiques de la santé Ouais. inclut des certificats qui sont offerts à la FEP, oui. C'est la première fois que j'entends parler des bacs comme ça par cumul avec appellation l'UDM. Est-ce que ça fait combien de temps que ça... Ça fait quelques années, mais Oui, c'est OK. relativement nouveau dans OK. le portrait quand même. OK. Oui. Parfait. Les bacs par cumul, ça fait très longtemps que ça existe. Oui, oui, tout mais à là, fait. cette idée-là qu'on peut avoir un ensemble déjà réfléchi. Plus cohérent. Oui, effectivement. plus cohérent, avec une activité d'intégration toujours. C'est une des exigences pour un backup. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Oui. Oui. Pour connaître tous les backups de la FAS. Parce que ça continue, comme c'est relativement récent, la réflexion se poursuit et il risque d'en apparaître quelques autres. Bonjour, j'avais une question. Oui. Sur votre beau dépliant ici, on voit le DSS en art, création et technologie. Est-ce que c'est nouveau, ça? Je ne le connais pas. Celui-là, ça fait pas très longtemps. 3 ans peut-être? OK. Voilà. C'est quoi, au juste, un peu, ça? Est-ce Bien, que un vous savez? DESS, c'est un... Oui, le DSS, Ça va, vous savez ça ce que va. c'est? Bon. Merci. Mais le art, création et technologie, je le connais pas. Bon. Ça, c'est un programme d'études supérieures. Moi, je suis la vice-doyenne des études de premier cycle. Là, vous me posez une question qui sort un petit peu de ce que je connais. Mais c'est sous la responsabilité du département d'histoire de l'art, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ont un volet cinéma, un volet plus... Oui, bien, mais pas sous l'angle de faire des jeux vidéo, sous l'angle d'étudier plus, de connaître le phénomène de jeux vidéo et y contribuer plus par la scénarisation, ce genre de choses-là. Mais ce qui s'en vient aussi, il y a des nouveaux programmes en jeux vidéo qui vont apparaître là, dans les prochaines années. Premier cycle et cycle supérieur. Mais au cycle supérieur, on a ça. Mais c'est l'art création beaucoup plus large que jeux vidéo. Là. On est plus dans le domaine du cinéma et de... C'est ce que je connais de ce programme-là. Mais oui, Jean-Philippe me confirme que je ne suis pas dans le champ. Oui.
J'ai une petite question côté marché du travail. Oui. Si on a le choix entre un élève, par exemple, qui a fait un bac en communication ou en administration marketing versus quelqu'un qui a fait un bac par cumul, est-ce que vous avez des statistiques des bacs par cumul sur le marché de l'emploi? Est-ce que les jeunes arrivent bien à se placer? Est-ce que ces baccalauréats sont reconnus autant que des bacs spécialisés? Bien, ça varie beaucoup selon les domaines. Je veux dire, quand il y a des domaines très organisés sur le plan professionnel, si je pense à psychoéducation, par exemple, si on veut quelqu'un qui a un bac en psychoéducation, les milieux ne reconnaîtront pas de substitut. On a même aboli le bidisciplinaire en psychologie et psychoéducation justement parce qu'il n'était pas assez reconnu sur le milieu du travail. Mais il y a d'autres domaines où on va demander, par exemple, je pense à notre bac-up en fondement et pratique lié à la santé, souvent on va demander un bac en sciences humaines. Alors, à ce moment-là, puis on est prêt à accueillir plusieurs orientations, bien à ce moment-là, le bac avec appellation ne sera pas une limite pour avoir accès à ces postes-là. Aussi, très souvent, les bacs par cumul, oui, il y a des cégepiens qui font ça, c'est ce genre de bac-là, et qui vont aller chercher une combinaison d'expertise qui n'existe pas autrement sur le marché. Alors, dans ces cas-là, ils vont avoir une plus-value qui va même être recherchée par certains employeurs parce que non seulement ils ont des compétences dans une discipline, mais ils sont allés chercher un complément d'une autre sorte. Je pense à celui qui s'en vient sur le bac-up en études du phénomène criminel, où est-ce que la personne va avoir à la fois possiblement une majeure en criminaux, mais aussi une mineure de la Polytechnique sur la cybercriminalité. Bien, ça peut faire que c'est un complément qui est particulièrement attrayant pour un employeur si c'est dans cette zone-là dont il a besoin de quelqu'un. Ça fait que ça va être plus idiosyncratique comme profil de compétences. Mais justement, si ça a été judicieusement choisi, ça peut être une carte de visite qui est très intéressante. Fait que je ne pense pas que les employeurs sont fermés parce que ça s'appelle par cumul. Ce qu'ils vont regarder plus, c'est quoi la combinaison exacte de programmes qui a été faite. Puis vous savez, c'est sûr que c'est une nouveauté pour l'Université de Montréal depuis quelques années de plus faire des combinaisons en termes de programmes et de donner des noms plus structurés, si on peut l'appeler de même, en ayant des bacs par appellation. Mais si on regarde d'autres universités, que je n'ai pas besoin de nommer, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a des diplômes qui sont essentiellement des cumuls de certificats qui amènent à un baccalauréat. C'est juste que nous, on avait plus une tendance d'avoir des baccalauréats plus structurés, plus spécialisés. C'est une de nos forces qui peut être parfois difficile à gérer. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de programmes comme on l'a, mais c'est que notre force était des bacs spécialisés. Alors maintenant, l'offre que je pense qui se développe de plus en plus à la FAS, mais également à la FAS et parfois en collaboration avec la FEP, c'est de voir quels sont les types de combinaisons dans les programmes que nous avons qui peuvent donner un parcours intéressant à un candidat. Alors, je pense que ça peut facilement les amener vers l'emploi. Mais une fois ça dit, c'est sûr que le diplôme est important, mais il y a également l'expérience que les personnes vont avoir. C'est comment qu'on accumule de l'expérience de travail qui va permettre éventuellement d'aller vers les marchés du travail. Fait que je pense que c'est toutes ces combinaisons qui vont faire en sorte que les gens vont aller vers le chemin de la réussite. Oui. J'ajouterais que dès qu'il y a une majeure dans un bac par cumul, l'étudiant a aussi accès aux études supérieures dans le domaine de la majeure. Et ça, c'est un système qui existe depuis longtemps. Dans le milieu anglophone, ils ont beaucoup de programmes qui sont composés d'une majeure et d'une mineure. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment nouveau sur le marché, mais c'est plus nouveau ici à UDM qu'on en fait la promotion et qu'on le développe et qu'on donne des bacs par appellation. Aussi, l'autre grand avantage de cette approche-là, c'est que c'est plus flexible. L'étudiant a jusqu'à 10 ans pour combiner ces 2 ou ces 3 programmes et réclamer son bac par cumul ou son bac avec appellation. Alors, dans certains cas, les étudiants qui trouvent difficile de dire « je vais m'engager pour 3 ans dans un programme », bien, ça peut être une façon évolutive d'aller chercher son champ d'expertise. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, je vous remercie. J'oubliais avant, pas hésiter.
d'aller visiter notre page FAS Cégep. Alors, vous avez là toutes sortes d'outils qui sont disponibles pour vous, pour en savoir plus sur nos programmes, pour en savoir plus sur les activités qu'on offre aux étudiants. Donc, les étudiants d'un jour, les séjours découvertes, le hackathon. Hein, tout à l'heure, vous demandiez comment on fait pour savoir les choses existantes qui se font à l'UDM. Bien, des fois, il y a des trucs comme ça. Dans le hackathon, il y a vraiment un jeu, un défi de programmation qui est donné, qui est résolu par équipe. Il y a des visites du campus, évidemment, tout ça. Alors, n'hésitez pas à visiter cette page ou, dans le doute, à nous contacter pour qu'on réponde à vos questions. Alors, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.